Le mouvement citoyen Lucha salue la signature de la déclaration conjointe entre les représentants du gouvernement de la RDC et ceux de la rébellion M23 AFC. Pour le gouvernement congolais, cet acte constitue un pas décisif vers la paix. Célébration ce 25 avril de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministère de la Santé a, à cette occasion, rappelé l'engagement ferme de la RDC dans l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver en ce début de week-end pour vous informer de partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. Cette information en bref et en images. Pour commencer, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, effectue un déplacement à Rome, en Italie, afin de prendre part aux funérailles de sa sainteté, le pape François, qui auront lieu ce samedi 26 avril 2025 à la Cité du Vatican. Par sa présence à ces funérailles officielles, le chef de l'État tient à rendre un dernier hommage au souverain pontife qui n'avait cessé de manifester sa sollicitude à l'endroit du peuple congolais à travers ses intentions de prière pour la paix. Au cours de cette visite de compassion, le président de la République va rencontrer les responsables du Vatican avec qui la RDC entretient d'excellentes relations séculaires. La visite apostolique du pape François du 31 janvier au 2 février 2023 reste inoubliable au sein de l'Église Famille de Dieu qui est en RDC. Et puis l'Organisation des Nations Unies réaffirme son soutien à la médiation du président togolais, ceci après l'entretien avec le président du Togo et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, dans le cadre de sa mission de médiation entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, et le mouvement AFC 123. Rachel Adassaluala nous en dit beau. La rencontre a porté sur les enjeux de paix, de sécurité en Afrique, en particulier les efforts de médiation engagés par les chefs de l'État togolais dans la région des Grands Lacs. Le secrétaire de l'ONU pour la région des Grands Lacs a exprimé le soutien des Nations Unies à cette initiative, saluant l'engagement de Lomé pour la stabilité régionale. J'ai tenu à dire au président la disponibilité complète du bureau du secrétaire général pour la région des Grands Lacs à accompagner les autorités togolaises dans les efforts de médiation, a déclaré l'émissaire onusien à l'issue des échanges. Le président Faure Nagasunkwe a été désigné officiellement médiateur de l'Union africaine le 12 avril dernier à la suite d'une proposition du bureau de l'Assemblée de l'organisation continentale. Yuan Xia a par ailleurs félicité les présidents togolais pour la qualité du partenariat entre le Togo et les Nations Unies, rappelant la collaboration étroite avec les entités onusiennes présentes dans les pays. Pendant ce temps, la localité de Kassopo, dans la chefferie d'Osso Banyungu, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu, est passée sous le contrôle des Wazalendo ce vendredi 25 avril 2025 après des violents affrontements entre les rebelles du M23. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha salue la signature de la déclaration conjointe entre les représentants de la RDC et ceux de la rébellion AFC 123. À en croire ce mouvement, cet acte traduit les efforts fournis pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Cependant, au moment où le dialogue se poursuit à Doha, au Qatar, l'appel est lancé au gouvernement congolais de songer à placer des garde-fous afin de ne plus retomber dans les erreurs du passé. Moïse Angui est au téléphone de votre rédaction. Notre mouvement Lutte pour les changements salue la déclaration conjointe rendue publique ce mercredi entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le représentant de la rébellion du M23 RDF-AFC. Nous saluons tout de même les efforts engagés, y compris ceux du Qatar visant à mettre fin à la souffrance des civils victimes de la guerre qui continue à déchirer la partie est de notre pays, aujourd'hui sous occupation de la rébellion du M23, très précisément une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cependant, à cette ère où un dialogue se profile à l'horizon, à Doha, sous les jougs, ou alors sous la facilitation de l'émir du Qatar, nous tenons à rappeler au gouvernement congolais à pouvoir mettre les garde-fous
qui puisse permettre à la République démocratique du Congo de ne pas reprendre les erreurs du passé, allant dans le sens d'intégrer les éléments du 1-23 RDF dans notre armée qui ont commis des exactions graves, ou alors les octroyer des récompenses exorbitantes dans les institutions de la République démocratique du Congo. Sur cette même lignée, le dialogue entre les représentants du gouvernement de la RDC et les rebelles du 1-23 constitue un pas décisif vers la paix. Le ministre de la Communication et Médias l'a indiqué dans son intervention d'éclairage. C'était lors du briefing animé le jeudi 24 avril. Patrick Issobonge-Sebokouma. Le communiqué conjoint signé entre la délégation gouvernementale et les rebelles de la FC-M23 à Doha est l'aboutissement des différentes déclarations des organisations de paix à travers le monde. C'est ce qu'a déclaré Patrick Mouyaya Katembwe au cours du briefing qu'il a animé. Lorsque vous regardez maintenant toutes les prises de position qui viennent, que ce soit de la réunion de l'EAC-SADC du début février, je crois du 7 ou du 8 février, que ce soit du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, que ce soit la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, il y a une recommandation, pour ne pas dire un devoir qui nous est donné, comme la République démocratique du Congo, qui était le devoir de dialoguer. De dialoguer avec des entités étatiques et non étatiques. Et c'est dans ces cadres-là, pour répondre justement, pour faire notre part de responsabilité dans les efforts qui doivent nous conduire à la paix, que les présidents de la République avaient décidé, par exemple, autour à l'époque du président angolais, d'accepter des discussions directes. Cet accord, ajoutera le porte-parole du gouvernement central, constitue un pas décisif vers la paix dans l'est du pays. Si je pense que nous avons fait un pas et qui n'est pas les seuls. Parce que maintenant, la question, par exemple, de l'aboutissement du processus avec le Rwanda ne se poserait plus. Dès lors qu'on a commencé, en tout cas la première phase, celle du cessez-le-feu, a donné des résultats. On va voir comment ça va se consolider, mais que par la suite, il y aura d'autres rounds des discussions qui seront convenues, fixées par les médiateurs, suivant les calendriers qui permettra aux uns aux autres d'être là, pour voir aussi dans quelle mesure on progresse. Le ministre de la Communication et Médias a conclu ce propos en interpellant à nouveau les professionnels des médias à accompagner ce processus de paix en diffusant la bonne information. En société, le secteur de l'aménagement du territoire vit un nouvel élan, cela grâce aux réformes entreprises par le ministre Guy Luando Mboyo. Il les a révélées au cours du briefing animé par le ministre de la Communication et Médias le jeudi 24 avril au studio Maman Ongebi. Patrick qui se revient. Dans ce même briefing, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a, aux côtés de son homologue de la communication, Patrick Mouyaya, énuméré les différentes réformes réalisées par son ministère pour asseoir le secteur de l'aménagement du territoire. Guy Luando Mboyo a relevé le fait qu'il a hérité d'un tout nouveau département qui a nécessité la mise en place d'un arsenal de services pour le bon fonctionnement de celui-ci. Chaque secteur doit avoir sa politique sectorielle. Et l'aménagement, il fallait qu'on ait une politique d'aménagement du territoire. Ça, c'est la première des choses. Depuis que le Congo est Congo, c'est grâce au leadership éclairé, son Excellence le Président de la République, qu'aujourd'hui nous avons une politique qui est un cadre d'orientation, qui a été vulgarisé dans presque toutes les provinces. Toujours dans le secteur de la réforme, il n'y avait pas un cadre normatif. À part le décret de 1957, il fallait qu'on ait un cadre législatif qui est la loi. Nous l'avons initié, je vous ai dit, nous avons défendu ça et nous attendons sa promulgation. Aujourd'hui, le secteur de l'aménagement dispose d'un plan, que ce soit des communications, un plan de formation qui n'existait pas avant. Comme ce que j'ai fait là, c'est la communication sur l'aménagement. Parce que c'est des notions nouvelles où les gens n'ont pas été habitués à ça. Et donc on est en train de former les gens pour communiquer. Parce que lorsqu'on va arriver à expliquer les plans provinciaux, les plans locaux, il faut qu'il y ait des personnes qualifiées pour cela. Aujourd'hui, nous avons réalisé 2 études majeures qui ont précédé l'élaboration du master plan, qui est le schéma
national d'aménagement du territoire. On n'en a jamais eu depuis 1960. C'est le gouvernement de Maman Judith Suminon, la première femme à être chef du gouvernement, qui va doter notre pays d'un schéma national d'aménagement du territoire. Et donc on ne va plus tâtonner. Pour le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, peu importe la personne qui dirigera ce portefeuille de l'État, dans les jours à venir, elle n'aura aucune difficulté à s'y prendre. Et pour clore ce chapitre lié au briefing, la RDC n'aura plus à déployer des efforts conséquents à la fois pour pallier les catastrophes naturelles. Le gouvernement vient d'arrêter une série de mesures quant à ceux. Elles ont été présentées par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. C'était au cours du briefing animé par le ministre de la Communication le jeudi soir au studio de la RTNC. Ce briefing animé par le ministre de la Communication Patrick Mouyaya Katemboué a permis de présenter les mesures urgentes prises par le gouvernement pour lutter contre toute catastrophe naturelle, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. C'est le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, qui l'a fait. Ces mesures concernent plusieurs secteurs, va-t-il faire savoir. Ce plan d'urgence, ça a été élargi pour que des actions concrètes soient mises en œuvre sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan légal et réglementaire, et aussi sur le plan financier. Donc de ce plan d'urgence qui a été élaboré sous la coordination du Comité permanent d'alerte et des urgences, le CPAI en cycle, les autres sectoriels qui sont concernés. Au-delà du ministère de l'Intérieur, vous avez là le ministère des Infrastructures, parce qu'il y a des mesures qui portent sur le curage de caniveaux et des voies de drainage. Le gouvernement a pensé qu'il était plus que urgent que pour ce qui est de l'avenir, que nous puissions disposer dans toutes les provinces des unités d'intervention médicale qui sont totalement dédiées pour que lorsqu'il y a des cas de catastrophes naturelles, on n'a pas à aller à gauche, à droite, tout de suite ces équipes peuvent descendre sur le terrain et intervenir. Il faut constituer également des stocks de médicaments dans chacune des provinces pour permettre à ce que, quand il y a survenance de ce type de cas de force majeure et de ces événements imprévisibles, qu'au moins on a des médicaments pour au moins assurer les soins de première nécessité. Il a également demandé au niveau du ministère des Affaires sociales qu'il soit carrément au-delà de l'établissement qui s'occupe de la Caisse nationale de la gestion des catastrophes naturelles, où il y a des problèmes au niveau juridique quant à son statut, au décret portant sa création, qu'il y ait une harmonisation qui permet à ce que le ministère des Affaires sociales puisse jouer pleinement son rôle avec des structures qui sont placées sous sa tutelle. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire est aussi revenu sur les efforts consentis par le gouvernement pour apporter son soutien aux sinistrés de la catastrophe qui a frappé la capitale la nuit du 4 au 5 avril de cette année en cours. Et puisqu'on parle des réponses aux catastrophes naturelles, plusieurs familles passent nuit à la Belle Étoile à Temboué, un territoire situé à 90 km de la ville de Kalemi dans le Tanganyika. Ces familles sont victimes des inondations après des pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans ce coin. La montée des eaux du lac Tanganyika a été à la base de la destruction de plusieurs maisons, d'où cet appel lancé aux autorités habilitées afin de venir en aide aux sinistrés. Emporté par les eaux du lac Tanganyika qui ont monté, et c'est là avec les vagues aujourd'hui dans l'après-midi qui s'est fait entendre des pleurs de la population de Temboué. Nous sommes à 90 km de la ville de Kalemi, sur le littoral du lac Tanganyika, où la population ne sait pas à quel sens se vouer. Plusieurs familles vont passer nuit dehors parce que leurs maisons construites en briques adobe sont tombées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Ce que nous pouvons demander pendant ces temps, même malgré qu'il s'agit de la catastrophe naturelle, nous demandons au gouvernement provincial qui a à son sein un ministère des Affaires sociales de bien vouloir intervenir. Un appel aussi tous les députés, les élus provinciaux, surtout ceux du territoire des Kalemi, de vouloir pousser le gouvernement à intervenir en faveur de ces sinistrés.
Dans le reste de l'actualité, la commission interministérielle informe les familles du cimetière Kiboto Anjili Kilambu dans la commune de Mangafula que l'identification des tombes impactées par les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa se poursuit. De ce fait, les responsables des familles concernées sont invités à se présenter au cimetière Kiboto du vendredi 25 au dimanche 27 avril 2025 de 8h à 16h30 selon ce communiqué. La commission interministérielle chargée de la délimitation des servitudes non aedificandi et de la matérialisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les tracés des rocades sud-est et sud-ouest dans la ville-province de Kinshasa, ainsi que de préparation d'un avant-projet d'un plan particulier d'aménagement de la zone projet porte à la connaissance des familles ayant enterré leurs proches au cimetière Kiboto Anjili Kilandu dans la commune de Mongafula à Kinshasa que l'identification des tombes qui seront impactées par les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville se poursuit sur les 10 cimetières. À cet effet, la commission interministérielle en charge de ces opérations invite une dernière fois les responsables des familles concernées qui l'ont pas encore fait à se présenter au cimetière Kiboto munis des documents justifiant les liens avec les personnes enterrées. Du vendredi 25 au dimanche 27 avril 2025, de 8h juste à 16h30 afin de procéder contradictoirement avec la commission à l'identification de chaque membre des familles enterrées aux 10 cimetières et de convenir des dispositions pratiques pour la réalisation des opérations d'exhumation et de réinhumation des corps. Au regard de l'urgence de la réalisation de ces opérations, la commission décline toute responsabilité vis-à-vis des familles concernées qui ne se seront pas présentées à la date butoir. Communiqué signé Georges Cauchy, secrétaire général aux ITP. Santé, on en parle dans ce journal. Le paludisme prend fin avec nous, réinventer, réimaginer, raviver. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce vendredi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé a tenu à rappeler l'engagement fourni par la RDC dans l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. On en parle avec Rachel Adassaliouala et Emeline Kambitu. À l'occasion de la 18e journée mondiale de lutte contre les paludismes, le Dr Romain Mouboyaï, représentant du ministre de la Santé, a dans un discours salué la vision et l'implication du chef de l'État pour son leadership dans le domaine de la santé et la lutte contre les paludismes. Je voudrais de prime abord rendre hommage, les hommages les plus mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, pour sa vision et son engagement en faveur de la couverture santé universelle et en particulier dans la lutte contre le paludisme en mettant chaque opportunité à profit pour mobiliser plus de ressources en faveur du combat que mène notre pays contre cette maladie et vers son élimination à l'horizon 2030. Tout en rappelant les thèmes de cette année, le Dr Romain Mouboyaï a mis en avant les efforts fournis par les gouvernements. La journée mondiale du paludisme est célébrée sous le thème « Réinvestir, réimaginer, raviver nos communs pour mettre fin au paludisme ». Et sous les la vaccination anti-paludique, la chimioprévention du paludisme saisonnier et la chimioprévention du paludisme pérenne en vue d'éliminer le paludisme d'ici 2030. Face aux défis persistants, notamment les déficits des financements, le gouvernement appelle à une mobilisation collective des ressources pour couvrir l'ensemble des 519 zones de santé de la RDC en mettant l'accent sur les 78 zones les plus vulnérables. Toujours en rapport avec la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé publique a dressé un bilan de la situation du paludisme en République démocratique du Congo. Rachel Adassaliouala revient.
En cette journée de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé rappelle que cette maladie tue encore. Chaque jour, la République démocratique du Congo paye les prix. 27 657 762 cas enregistrés, dont 13 440 922 chez les enfants de moins de 5 ans, 1 261 705 chez les femmes enceintes et 22 224 décès. Des familles entières en subissent les conséquences. Mais la République démocratique du Congo a un plan. L'ambition du ministère de la Santé est claire, c'est d'éliminer les paludismes d'ici 2030. Pour y arriver, le gouvernement renforce ses actions. Protéger les enfants grâce à la chimioprévention pérenne déjà déployée au Congo central. Dans les provinces à haute transmission, comme les Lualaba, les plus jeunes reçoivent la chimioprophylaxie saisonnière. Depuis 2024, la vaccination antipaludique avec les vaccins R21 matrice M est devenue une arme contre la maladie. Dès mai 2025, elle s'étendra à 8 provinces supplémentaires. Des moustiquaires sont distribués, les femmes enceintes protégées et la prise en charge s'améliore. Résultat, moins de morts, plus d'enfants sauvés, la courbe de la mortalité baisse et nous avançons tous ensemble vers la République démocratique du Congo sans paludisme. 2030, c'est demain. Engageons-nous dès aujourd'hui, sensibilise les ministères de la Santé. Direction Bandundu dans le Kwilu où le prix du litre de carburant a doublé. La majorité de stations-service sont fermées. Une situation consécutive à la rareté de carburant observée depuis 3 jours dans cette ville. Le prix connaît une majoration de 100%, voire plus, impactant négativement le transport en commun dans ce coin. Regardez. Avec la rareté de carburant à Bandundu, le prix est désormais fixé par les revendeurs appelés Kadhafi. Actuellement, le prix de carburant varie entre 7 000, 7 500 et 8 000 francs congolais le litre selon chaque endroit et avec aucune marge de négociation. Une situation qui paralyse le transport en commun, encore assuré par les taxis-motos dans ce coin du pays. Les taxis-motos commencent déjà à se faire rares dans la ville, rapportent les sources sur place. Ceux qui se maintiennent tentent désespérément de majorer le prix de la course, mais les clients refusent les surtaxes. Les motocyclistes se plaignent de ce fait, de la baisse des recettes journalières. Pendant ce temps, les appels se multiplient pour une intervention urgente des autorités compétentes, principalement le ministre des Hydrocarbures. Si rien n'est fait, la situation risquera de s'empirer à la souffrance de la population. Au-delà de nos frontières, pour terminer, une dizaine de personnes tuées et plus de 70 blessés. C'est le bilan de l'attaque de missiles russes sur Kiev le jeudi 24 avril 2025. De secouristes continuent à fouiller des décombres des maisons partiellement effondrées après la dite attaque suivie. La Russie avait tiré 66 missiles balistiques et de croisière, 4 missiles air-surface lancés par avion et 145 drones selon les responsables militaires ukrainiens. C'est l'attaque la plus meurtrière contre la capitale ukrainienne depuis juillet. Un bombardement intensif qui a mis les habitants sous le choc. Cette attaque est venue fragiliser les efforts en faveur d'un règlement pacifique du conflit. Dans une interview exclusive, le président polonais pense que l'Ukraine devra faire des compromis pour mettre fin à la guerre. Ce dernier a déclaré, je cite, « Il doit s'agir d'un compromis. Je veux dire qu'en fait, cette paix devrait, à mon avis personnel, se résumer au fait qu'aucune des deux parties ne pourra dire qu'elle a gagné cette guerre parce que chaque partie devra, d'une certaine manière, céder. » Fin de citation. Le président américain Donald Trump a pour sa part accusé Volodymyr Zelensky de prolonger le champ de bataille en refusant de céder une péninsule occupée par la Russie dans le cadre d'un éventuel accord. Ainsi se referme cette session d'information. En voici le rappel des grandes lignes. Le mouvement citoyen Lucha salue la signature de la déclaration conjointe entre les représentants du gouvernement de la RDC et ceux de la rébellion M23 AFC. Pour le gouvernement congolais, cet acte constitue un pas décisif vers la paix. Célébration ce 25 avril de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministère de la Santé a, à cette occasion, rappelé l'engagement ferme de la RDC dans l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent début de week-end chez vous.